On a tous déjà utilisé un logiciel de visioconférence. Que ce soit pour discuter avec votre famille, vos amis, ou même pour votre travail, il y a de grandes chances pour que vous en ayez déjà utilisé un. Coucou mamie! Et sur ce genre de logiciel, vous avez le choix d'allumer ou non votre caméra. Chacun peut activer ou désactiver sa propre caméra en cliquant sur ce petit bouton. Non, non, clique pas, clique pas. Mais évidemment, je peux pas décider d'activer ou de désactiver une caméra qui ne m'appartient pas. Je peux pas décider d'activer ou désactiver la caméra de ma mamie par exemple. En même temps, vous imaginez les dégâts que ce serait si quelqu'un pouvait activer ou désactiver votre caméra à distance et voir que vous êtes en slip sur votre canapé? Non, ce serait du grand n'importe quoi. Heureusement, c'est pas possible. C'est pas possible, on est d'accord, non? Bon, pour cette vidéo, j'ai besoin que vous vous remettiez dans le contexte. On est en 2020, en plein essor du Covid, et nous sommes en guerre. Il y a des entreprises qui vivent très mal le confinement mis en place, comme les boîtes de nuit, les salles de sport ou les campings, alors que d'autres le vivent beaucoup mieux, comme Netflix, Uber Eats, ou encore Lotus, la célèbre entreprise de papier toilette. Eux, il n'y a pas de doute, ils ont vraiment dû se mettre bien. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Mais il y a un autre type d'entreprise qui a dû gagner beaucoup d'argent pendant cette crise. Ce sont toutes celles qui apportaient des solutions pour continuer à travailler malgré le confinement. Je pense à tout ce qui est Google Meet, Microsoft Teams ou encore Zoom. Et cette dernière, on en entend moins parler aujourd'hui, mais à l'époque c'est quand même une solution de visioconférence qui avait la réputation d'être assez simple à prendre en main. Donc forcément les entreprises qui veulent rapidement mettre leurs salariés en télétravail, elles choisissaient cette solution. Pour beaucoup d'entre nous, on découvre alors le télétravail, les cours à distance, et les meetings où il faut absolument mettre sa caméra. Bien sûr, tout le monde n'accepte pas de la mettre, et comme je vous disais dans l'intro, c'est toujours l'utilisateur final qui décide d'activer ou non sa caméra. Et heureusement d'ailleurs. Sauf si vous vous appelez Keegan Ryan, et qu'au beau milieu du Covid, vous trouvez une façon d'allumer à distance la caméra de tous ceux qui ont le client Zoom d'installer sur leur ordinateur. Comment est-ce qu'il a fait pour trouver ça? Et bah déjà, il remarque que quand on regarde les chaînes de caractères qui sont présentes à l'intérieur du fichier exécutable de Zoom, et bah il y a des petites choses qui peuvent surprendre. Parce que de temps en temps, il y a des chaînes de caractères qui font penser à des requêtes vers des bases de données. Et retrouver ces requêtes dans un exécutable, ça peut vous sembler bizarre. Est-ce que ça veut dire qu'on est capable de faire des requêtes directement à la base de données des serveurs de Zoom? Si c'est le cas, ce serait ultra dangereux, l'application serait super mal faite. Mais bien évidemment, c'est pas le cas. Ces requêtes SQL, en fait, elles sont à destination d'une base de données sur votre propre ordinateur, une base de données qui se crée au moment où vous installez Zoom sur votre PC. C'est assez courant d'utiliser une base de données en local pour un logiciel. On peut donner l'exemple de Chrome ou de Firefox, qui installent et qui utilisent tous les deux des bases de données en local sur votre ordinateur. Donc c'est pas le fait de retrouver ces requêtes SQL dans le binaire qui est bizarre ici. Ce qui est bizarre, c'est ça là, ce %S. Ça c'est vraiment suspect. C'est suspect parce que ça fait penser à une manière de formater une chaîne de caractères. Concrètement, ça veut dire que ce %S va être remplacé par une autre chaîne de caractères qui dépendra souvent de nous, c'est-à-dire de l'utilisateur final de l'application. Et ça, c'est une très mauvaise pratique de développement qui mène en général à des injections SQL. La bonne pratique ici, c'est plutôt d'utiliser les points d'interrogation qu'on voit juste là, qui sont en général remplacés par les paramètres qu'on veut, dans les fonctions de préparation du framework SQL que vous utilisez. Pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'une injection SQL, je vous l'explique juste après, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une piste pour l'instant. Une piste qu'il va falloir remonter. Parce que ces requêtes, elles sont bien présentes dans le binaire de Zoom, mais on n'a aucune idée de quand est-ce qu'elles sont utilisées. Il y a plein de fonctionnalités dans Zoom qui pourraient déclencher une de ces requêtes. Et donc c'est un peu un jeu de pistes, et pour découvrir quand est-ce que Zoom utilise ces données, on a deux façons. La première, c'est de lire intégralement le binaire de Zoom et de voir quand est-ce que ça semble être utilisé, sauf qu'en pratique c'est un peu complexe de faire ça parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de lire de l'assembleur. Un petit peu de temps en temps ça va, mais quand c'est plusieurs mégaoctets de code qu'il faut revoir pour tester un bug qui est peut-être même pas présent, bah flemme un petit peu. Donc il nous reste la deuxième méthode, qui en réalité est celle qu'on va essayer d'utiliser le plus souvent possible, c'est faire appel à un debugger. Un debugger, c'est un petit logiciel qui va vous permettre d'ajouter des points d'arrêt, des breakpoints, à un endroit de l'exécution du programme. Et dès que le processeur de votre ordinateur traitera l'instruction sur laquelle vous avez mis un breakpoint, et bien le programme sera mis en pause pour vous laisser le temps d'inspecter la mémoire de l'ordinateur. Et c'est exactement ce que va chercher à faire Keegan Ryan. Il va essayer de mettre un breakpoint sur la fonction prepare dont on a parlé tout à l'heure. C'est malin parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'une requête SQL se déclenchera, il y aura le breakpoint qui va s'activer et Keegan Ryan pourra analyser la mémoire et donc voir s'il y a potentiellement une injection SQL.
Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Chez Zoom, ils ont fait en sorte que ce soit bien galère de trouver comment fonctionne leur appli. Regardez, si j'ouvre le binaire avec Ghidra, qui permet d'analyser l'assembleur de manière un petit peu plus visuelle, eh ben on n'a pas beaucoup d'infos sur les fonctions. Vous voyez, on n'a aucun nom de fonction qui est affiché, et ça va pas nous faciliter la tâche. Mais notre hacker remarque quelque chose d'assez intéressant. Toujours dans le binaire de Zoom, il voit que de temps en temps, il y a SQLite de mentionner. SQLite, c'est un système de gestion de base de données qui est open source, c'est-à-dire qu'on peut lire le code sur internet par exemple, pour voir comment il fonctionne. C'est très certainement grâce à SQLite que sont faites les fameuses requêtes SQL qu'on a vues au début de la vidéo. Donc son plan à présent, c'est de parcourir le binaire en entier, jusqu'à trouver une fonction de SQLite. Une fois que c'est fait, il se sert du code source de SQLite qui est public, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir remettre le nom original des fonctions et donc s'organiser un petit peu dans le binaire. Puisque je le rappelle, il a été obfusqué par Zoom. Quand je dis ça, ça a l'air super simple, mais c'est vraiment pas un truc qui se fait en 10 minutes, il y a plusieurs heures de travail pour faire ça. Mais Keegan Ryan a un but, et son but c'est d'atteindre cette fonction. C'est l'une des dernières fonctions appelées par SQLite avant d'exécuter réellement la requête SQL. Donc s'il arrive à trouver l'emplacement de cette fonction dans le binaire, il pourra mettre un breakpoint dessus, et ainsi analyser l'intégralité des requêtes SQL qui sont lancées par l'exécutable de Zoom. Et cette fonction, évidemment, il va finir par la trouver. Et maintenant qu'il est capable de placer un breakpoint dessus, il va tout simplement utiliser les fonctionnalités classiques du client Zoom jusqu'à ce qu'il y ait une interruption pour pouvoir voir quelle fonctionnalité déclenche des requêtes SQL. Et assez rapidement, il remarque que quand il clique sur ce type de lien, il y a bien une requête SQL qui se déclenche. Ces liens-là, vous les connaissez, c'est des liens où quand on clique dessus, ça va ouvrir une application. En l'occurrence, ça va ouvrir Zoom et ça va nous permettre de rejoindre un meeting par exemple. Et bah en réalité, cliquer sur ce lien, ça déclenche plusieurs requêtes vers cette base de données qu'on a sur notre ordinateur. Notamment pour y mettre l'ID du meeting qu'on est en train de rejoindre. Comment ça fonctionne? Et bien comme je vous le disais tout à l'heure, le %S qu'on a dans cette requête va être remplacé par l'ID du meeting. Et donc si notre ID ressemble à ça, et ben la requête finale ressemblera à ça. Mais qu'est-ce qui se passe si on change notre ID de meeting pour qu'il ait cette tête-là? En théorie, si le code n'est pas suffisamment sécurisé, le %S va être remplacé par cette nouvelle chaîne de caractères, et donc la requête SQL finale ressemblera à ça. Vous voyez ce qui est en train de se passer? C'est ça une injection SQL. On est en train de sortir du contexte utilisateur pour ajouter notre propre commande SQL par-dessus la commande qui a été initialement prévue par les développeurs. Et ça, c'est vraiment super dangereux. On peut faire ce qu'on veut sur la base de données à partir d'un ID qu'on envoie. Et à la fin de la requête, pour éviter qu'elle tombe en erreur, on ajoute ces deux caractères qui sont en fait un commentaire en SQL qui va permettre de dire ignore toute la fin de la requête. Et donc la seule portion de requête que SQLite va analyser, ce sera celle-ci. Mais tout ça, c'est le comportement théorique, c'est ce qui devrait se passer techniquement s'il n'y a aucune autre sécurité, mais c'est pas le comportement que Keegan Ryan observe. Ce qu'il repère, c'est que quand il ajoute un simple guillemet, un simple quote, eh bien la requête vient en rajouter un deuxième. Ce qui fait que la requête SQL elle a plus de sens et donc elle tombe en erreur. Quand on est dans ce genre de situation, il faut se demander pourquoi est-ce que ça arrive. Pourquoi est-ce qu'on a un simple quote qui se rajoute quand on en met un? Et la réponse c'est qu'il y a sûrement un filtre d'assainissement de l'entrée utilisateur pour éviter justement les injections SQL. Et quand on repère un filtre de sécurité en bug bounty, il faut toujours essayer de le contourner. Et comment on fait pour contourner ce filtre? Eh bien grâce à une vieille méthode dont j'ai parlé sur la chaîne qui permet d'exploiter la façon dont certaines briques de vos composants logiciels vont décoder UTF-8. Je vous reparle de cette vidéo à la fin, vous pourrez la regarder après. Ce qu'il faut retenir, c'est juste que UTF-8 c'est une façon d'encoder les caractères pour la mémoire de l'ordinateur. Quand dans la mémoire de l'ordinateur vous rentrez les caractères hexadécimaux C2 et 27, il y a un conflit. Je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi est-ce qu'il y a un conflit, j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, mais si j'affiche le binaire de ces deux nombres, on a ça. Si on raisonne comme UTF-8, et ben dans ce cas-là, dès le premier octet, on sait qu'on est sur un caractère qui est stocké sur 2 octets. Tout simplement parce que ça commence par 1, 1, 0, il y a 2 fois le nombre 1 puis un 0, donc il y a 2 octets. Sauf que d'après la norme UTF-8, tous les octets supplémentaires qui ne sont pas donc le premier octet de stockage, doivent commencer par 1, 0. Là c'est pas le cas, ça commence par 0, 0. Mais on peut tout à fait se dire qu'on va pas appliquer à la lettre les règles d'UTF-8, et se dire qu'on peut quand même décoder le caractère malgré tout ça. En faisant de la façon suivante, on rassemble ces bits là, ça nous donne ce code UTF-8, et ça nous donne donc le caractère paragraphe. Mais ça, c'est si on raisonne en UTF-8. Si on raisonne en ASCII étendu plutôt, le premier caractère ce sera un A accent circonflexe,
et le deuxième caractère ce sera une single quote, un simple guillemet. Le problème c'est que la partie filtre de Zoom va voir que c'est pas de l'UTF-8 valide, et donc il va se dire que c'est plutôt de l'ASCII étendu, et il va donc traduire ça avec le A accent circonflexe et le guillemet. Il va faire son rôle de policier, c'est-à-dire qu'il va voir le guillemet, il va en rajouter un deuxième comme on a vu, c'est son comportement normal, mais la partie applicative qui va traiter cette requête SQL, elle ne va pas voir les choses de la même façon. Elle va essayer malgré tout de décoder cet UTF-8 même s'il est invalide. Et donc elle va voir le caractère paragraphe suivi du simple quote qui a été ajouté par le filtre de sécurité. Regardez, si on fait la traduction, ça commence par 110, donc en fait ces 2 octets correspondent à un caractère. On rassemble les bits qui sont intéressants, ça nous donne le caractère paragraphe, et il reste à côté ce caractère là qui est du ASCII tout simple, qui nous donne bien le simple quote. Et donc on a bien un simple quote tout seul, et maintenant qu'on a ça, on peut ajouter notre injection SQL, on termine bien par les 2 tirets pour faire le commentaire, et quand on remplace le %s dans la chaîne de caractères, ça va nous donner ça. On arrive enfin à sortir du contexte utilisateur et à rentrer dans l'injection SQL malgré le filtrage de sécurité. Et en exploitant cette injection SQL, on peut modifier absolument tout dans la base de données. Mais qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette base de données? Eh bah, il y a absolument tous les réglages de confidentialité de l'utilisateur. Si son micro est activé, si sa caméra est activée, tout est dans la base de données. Et on peut tout changer. Et donc, avec la bonne injection, Keegan Ryan arrive à allumer la caméra et le micro d'un utilisateur qui ne l'avait pas activé. Et pour rappel, tout provient d'une simple redirection du navigateur quand on clique sur un lien. Donc il suffit juste qu'une victime clique sur un lien pour pouvoir activer à distance sa caméra et son micro. C'est quand même incroyable. Bien évidemment, Keegan Ryan c'est un bug bounty hunter, donc il a rapporté cette vulnérabilité dans le cadre du programme de bug bounty de Zoom, et ça lui a été rémunéré 2000 $. Ça paraît pas énorme, surtout pour le temps qu'il a dû y passer, mais le problème c'est que la victime a besoin de cliquer sur un lien, il y a besoin d'une interaction de la victime, et ça en général ça fait pas mal baisser les bounties. En attendant, si vous voulez plus de détails sur comment fonctionne la vulnérabilité qu'il a exploitée sur UTF-8, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez la retrouver juste là. Je vous mets également en description le lien de l'article écrit par Keegan Ryan lui-même, si jamais vous voulez y faire un tour, n'hésitez pas.